je ne peux pas, moi, considérer à la base qu'aujourd'hui, le seul objectif poursuivi, c'est Rawale Allen. J'ai du mal à détruire l'image de ce pays, c'est s'enlever, pour ceux de l'opposition qui participent à cet exercice-là, c'est s'enlever demain les moyens d'avoir des ressources financières permettant de faire des investissements dont notre pays a encore besoin sur 15-20 ans à venir. Okay. Oui, un mot pour conclure sur ce point. Oui, juste pour conclure, c'est une image très forte. Hein. Comme on le dit, quelqu'un qui meurt dans un marché, cette personne n'a pas besoin qu'on annonce un peu à travers les ondes de la radio, en fait, qu'elle est décédée. On ne peut pas vouloir gérer l'image du pays, en fait, à sens unique. Nous, les observateurs et les analystes, nous ne pouvons pas être les seuls comptables de la bonne gestion de l'image du pays. Il est important que nos dirigeants, il est important que la classe politique, tout entière confondue, essaie d'aider aussi ces acteurs-là en respectant au moins les bonnes choses qu'ils ont initiées et que tout le monde a appréciées. Ce qui m'a juste posé problème, c'est que l'ARMP était une bonne chose que personne n'a contestée, qui a permis, entre autres, de faire passer les marchés à gré de plus de 60% à 8%. C'est une bonne chose. Donc je dis, à partir de là, si on dénonce l'affaiblissement de cette agence, de cette autorité, mais on participe plutôt à gérer l'image de notre pays. Si on fait preuve d'indignation à côté des bailleurs de fonds, on participe à améliorer l'image de notre pays parce qu'on montre aux uns et aux autres que les Sénégalais aussi sont capables d'apprécier positivement ce qui se passe chez eux, de critiquer positivement, mais aussi de dénoncer lorsqu'ils pensent qu'il y a lieu de dénoncer. C'est une démarche globale avec des acteurs, chacun a son rôle à jouer et nous pensons au moins que l'État a la prérogative de prendre des initiatives. Lorsque l'État prend des initiatives heureuses, il n'y a pas de doute que l'image de notre pays s'en portera très bien. Mais lorsque nous considérons, en tant que citoyens, qu'un certain nombre de faits démontrent que les initiatives prises sont hélas malheureuses, il est de notre devoir juste de les dénoncer en interne ici, entre Sénégalais. Ok. Oui, rapidement. Très rapidement. En tant que citoyen, j'ai un autre problème. Je vais jusqu'à prendre la précaution de dire à la limite que sur ce bout de phrase-là, je ne m'exprime même pas en tant que quelqu'un qui a la responsabilité d'une entreprise, d'un établissement public. Lequel bout de phrase? Sur le bout de phrase que je vais dire tout de suite. Oui. Je considère que je n'ai jamais entendu un ambassadeur du Sénégal en France, un ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, porter un jugement de valeur sur le traitement qui était fait par rapport aux Roms. Parce que tenu à une posture minimale de réserve. En tant que citoyen, tout simplement, j'ai de plus en plus de mal à supporter que des leçons de morale nous soient données par des gens qui représentent leur pays chez nous et qui ont la possibilité de le faire en rencontrant nos autorités. Ils ont la possibilité de demander un rendez-vous à la présidence de la République et d'aller... De le faire de manière diplomatique. Exactement. Ils préfèrent aller dans la presse pour écorner l'image d'un pays qui est le seul pays que j'ai. En tant que citoyen, je trouve ça de plus en plus choquant. Le jour où vous verrez notre ambassadeur aux États-Unis ou en France porter un point de vue technique ou politique sur un événement français, vous verrez que dans les 48 heures, il sera rappelé par l'État du Sénégal. Je trouve que quand le président de la République se fait le porteur d'un certain nombre de valeurs en termes de renaissance africaine, ce n'est pas juste du folklore. Je pense que quelquefois, même si les gens ont tout de suite poussé des cris d'orfraie, quelquefois je peux comprendre que des accès de colère arrivent quand des gens qui n'appartiennent pas à notre pays, qui sont accueillis ici de la manière la plus hospitalière possible, vraiment, quelquefois, oublient toutes les convenances du code diplomatique. Toutes les convenances. Ok. Voilà, autre rapport, cette fois-ci sur la liberté de la presse. Là aussi, notre pays est sur le reculoir. Selon Reporters sans frontières, le Sénégal qui a perdu 6 places par rapport au classement de l'année 2009. Alors, Mamadou Thiam, cela vous inspire quel commentaire? Oui, le commentaire que cela m'inspire, ça veut dire que nous avons toujours en fait la même chose. Il y a aussi à ce niveau un recul. Il y a, disons, une chute presque de 100%
du classement du Sénégal qui en 2002 était à la 47e position et qui en 2010 se retrouve à la 93e position. Voyez-vous, donc on a perdu presque 100% un peu de place en fait, parce que 47 fois 2 c'est 94 entre 2002 et 2010. Bon, là aussi, on me dira que c'est des éléments de perception. On me dira que oui, le travail de Reporters sans frontières peut-être n'est pas suffisamment représentatif de ce qui se passe. Ah, bizarrement, certes, je dirais pas ça. Hein, certes, aujourd'hui, on me le dira. Tellement je suis en face d'un sarène. Certainement, le président Abdoulaye Wade a dû lui donner tellement de sacs de niébé que des fois, il en perd de sa lucidité. C'est un sarène, il aime beaucoup le niébé. Donc, je pense que là aussi, les faits sont probants. Entre 2002 et 2010, il y a eu une dégringolade de la position du Sénégal par rapport à la méthodologie utilisée par Reporters sans frontières. Et il faut juste préciser à ce niveau, parce que avant de discuter de certains points, j'ai fait des recherches, je me suis informé sur la méthodologie, parce qu'une enquête ou un sondage n'a pas de sens si on ne maîtrise pas la méthodologie. Ils ont retenu au total 40 critères. C'est mieux que 13 déjà. Ils ont retenu, non, 13, c'est l'échantillon ciblé, pas les critères. C'est différent tout à l'heure. Ils ont retenu 40 critères avec un questionnaire qui a été administré à près de 150 organisations. C'est un peu plus large, je vous le concède. Voyez-vous? Et il y a les critères retenus, entre autres, il y a l'environnement juridique déjà de la presse. Est-ce que le délit de presse existe? Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés? Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été assassinés? Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été tabassés? Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une impunité dont bénéficieraient les acteurs de ces éventuelles agressions contre les journalistes? Ainsi de suite. Sur la base de ces critères-là, ils ont soumis leur questionnaire à un certain nombre d'acteurs, de partenaires, de correspondants à travers le monde et au Sénégal. Et sur cette base, il y a eu un système de notation qui a classé le Sénégal et devancé, tenez-vous bien, par un certain nombre de pays comme le Cap-Vert, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, qui devancent le Sénégal sur la base un peu du baromètre de Reporters sans frontières. Et vous qui côtoyez les journalistes, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont moins libres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a de cela quelques années? Écoutez, je ne vais pas parler de mon impression à moi. Je ne vais pas avoir en face de moi un rapport documenté, structuré, avec une méthodologie reconnue au niveau international, avec des indicateurs suffisamment fiables pour substituer justement mon point de vue individuel à ce rapport qui est plus objectif. Et ce rapport-là montre, une fois de plus, que depuis 2002, il y a une dégringolade de la position du Sénégal. Ça, c'est d'une part, c'est le rapport. Par ailleurs, si vous analysez, mais il y a un certain nombre de faits que vous, moi et les Sénégalais peuvent constater qui nous permettraient éventuellement de corroborer à l'aune des critères retenus. Est-ce qu'on peut nier qu'au Sénégal, qu'il y a des atteintes à la liberté de presse? Est-ce qu'on peut nier qu'il y a eu un saccage d'organes de presse ici? Est-ce qu'on peut nier que des policiers ont été soupçonnés d'avoir tabassé des journalistes avec des enregistrements audio qui sont là? Et jusqu'à présent, ces gens-là, en tout cas les coupables, ne sont pas encore condamnés. Je ne dis pas que c'est eux, c'est en cours d'instruction. Mais jusqu'à présent, c'est les coupables, ceux qui sont coupables ne sont pas encore condamnés. Est-ce qu'on peut nier qu'il y a une difficulté pour les organes de presse sénégalais, notamment les télévisions, à disposer d'une fréquence télé dans les temps? Est-ce qu'on peut nier qu'il n'y a pas, disons, une démarche souvent très agressive, même de l'instance de régulation par rapport aux organes de presse? Rappelez-vous la fameuse directive de l'ARTP, juste au soir même des élections locales, qui a failli fermer un certain nombre de télévisions. Ce sont ces critères-là, ces critères correspondent à des éléments observables au Sénégal. Je ne connais pas de manière aussi exhaustive ce qui se déroule au Cap-Vert, au Ghana, au Mali, au Burkina, pour que ces pays-là nous devancent. Mais je sais qu'au Sénégal, sur la base des 40 critères édictés par Reporters sans frontières, que chacun de ces critères trouve un élément qui l'alimente dans mon pays. Sous ce rapport, un classement négatif ne me surprendrait pas. Là aussi, je pense
que la meilleure attitude à avoir, c'est d'avoir une attitude d'amélioration. De se dire, au lieu de faire la politique de l'Autriche, nous avons été mal classés. Le ministre de la Communication, ce qu'il aurait dû faire, à mon sens, très humblement, c'est de dire ces instances sont des instances reconnues au niveau international. Ces instances nous ont mal classés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le classement du Sénégal? Et de voir dans les actes posés ceux qui, éventuellement, de leur point de vue, ne sont pas positifs et de mettre en place un plan d'action afin d'améliorer un peu, afin d'améliorer l'existant. Ça leur permettrait d'avoir une approche factuelle pour la prise de décision au lieu un peu de s'enfoncer dans cette stratosphère de la polémique verbale inutile. J'ai été choqué d'entendre le manager Guirassy, c'est un manager respecté, respectable, nier toute importance quant à la perception. Alors que nous savons combien d'étudiants avons-nous encadrés pour leur mémoire, qui bâtissent ces mémoires sur la base d'enquêtes, de perception, de questionnaires de satisfaction, qui permettent justement de prendre des décisions et d'impulser des améliorations. Il ne faudrait pas qu'au nom de la logique politicienne, qu'on en arrive à être aveugle. Il y a plein d'étudiants, il y a plein de jeunes travailleurs, il y a plein d'élèves qui écoutent nos hommes politiques. Il est important que lors de leur prise de position, qu'ils sachent que ce n'est pas seulement une logique partisane, mais qu'ils parlent à toute une nation, qu'ils parlent à l'ensemble des citoyens, et il ne faudrait pas qu'ils mettent mal à l'aise les professeurs et les enseignants face à leurs étudiants. Ça pose problème. Il faut un peu de mesure, à mon sens. Le poste de ministre est très beau et très intéressant, mais ça ne doit pas tuer près de 25 ans de formation dont a bénéficié M. Guirassy et qui fait de lui un manager respecté et respectable. Voilà, Mohamed Joseph Henri Sarr, l'homme de médias que vous êtes, a-t-il l'impression de souffrir d'un manque ou d'une absence de liberté dans l'exercice de ses fonctions? J'aurais du mal à dire que j'en souffre puisque j'ai la chance d'être dans un média public. Et donc, peut-être, même pas peut-être, je suis sûr que les gens qui travaillent dans ma rédaction sont à la base certainement plus à l'abri que ceux qui sont dans des rédactions privées. Nous savons que ce marché-là est un peu difficile, que les conditions de travail ne sont pas toujours maximales, etc. Donc j'aurais du mal. Même en termes d'accessibilité, je pense que... Mais par contre, je constate juste une chose. Vous me parlez du ministre Guirassy. Je veux vous dire une chose que vous pouvez vérifier. Votre ministre de tutelle. C'est mon ministre de tutelle. C'est important à préciser. C'est mon ministre de tutelle et je suis désolé de vous dire que le premier problème que nous avons eu dans la lecture de ce rapport-là, c'est que les personnes de Reporters sans frontières viennent dans un pays, mènent des enquêtes à charge. Aucune des composantes de l'appareil d'État qui dirige ce pays-là ne peut vous dire qu'il a rencontré un membre de Reporters sans frontières. Allez vérifier ça et venez me dire quelle personne de l'État du Sénégal ces gens ont rencontré. Comment voulez-vous mener une étude sur l'état de la liberté de la presse dans un pays sans rencontrer les autorités du pays? Dites-moi, quelles personnes ces gens-là ont rencontré? Il n'y en a pas. Seconde chose, et c'est là où je me révolte de la même manière que je me révolte en tant que citoyen contre ces représentants ou de l'Union européenne ou de certains pays partenaires du Sénégal et nous aidant véritablement à faire un certain nombre d'investissements indispensables à notre développement, je ne peux pas accepter, je ne peux pas supporter que des gens viennent dans mon pays, y entrent, fassent une enquête sans rencontrer les gens pour lesquels on a voté, en qui nous avons confié nos suffrages, qui assurent le pouvoir exécutif de ce pays-là. Ce n'est pas sérieux. Et ça suffit pour vous faire ignorer avec tous les résultats? Non, ça ne me suffit pas. En tant que journaliste, parce que je le resterai après avoir quitté la PS. En tant que journaliste, aujourd'hui, je constate juste une chose. Mon jeune frère Campbellien, que je connais personnellement, les gens qui appartiennent aux forces de l'ordre et qui l'ont tabassé, aujourd'hui, ils sont identifiés. Ce procès est en cours. Non, le temps de la justice n'est pas le temps de la presse. Nous sommes sur de l'actualité chaude. Nous sommes obligés de traiter de tout ce qui arrive dans nos fils ou dans nos rédactions. La justice, elle, paradoxalement, et elle a certainement raison, a besoin que le temps passe.
qu'elle fasse les choses avec sérénité. Elle ne valide que des choses qui sont prouvées, qui sont avérées. Vous comprenez? Oui. Ce procès-là, il est en cours. Ok. Je n'ai pas l'impression, moi, et le jour où j'aurai l'impression que mon jeune frère Campbell a été bastonné et que celui qui l'a bastonné va un jour continuer à se promener en ville en ayant